Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Les rideaux sont tombés sur la 15e édition du sommet des BRICS qui s'est donc tenu du côté de Johannesburg en Afrique du Sud. Ce sommet, justement, le 15e du genre, est caractérisé comme étant le glas de l'hégémonie financière sur le continent africain. Parce que c'est un sommet, effectivement, qui est, bien sûr, à la source, on va le dire, ou encore à l'origine de la dédollarisation, notamment sur le plan africain, mais également sur le plan mondial. Un sommet justement de grandes nouvelles parce que finalement la famille s'est agrandie. Le bloc vise justement à concurrencer d'autres blocs déjà existants, mais par la suite il y a également la fameuse question, ou du moins l'épineux sujet qui porte sur la monnaie des BRICS. Et donc ce fut tout simplement un sommet riche en émotions, un sommet également riche en bonnes nouvelles parce que désormais la nouvelle banque de développement qui a justement à sa tête Madame Dilma Rousseff a fait de très bonnes promesses, au même titre d'ailleurs que le président de la Chine, M. Xi Jinping, sans toutefois oublier le président hôte de ce sommet, M. Cyril Ramaphosa, et que dire effectivement du président de l'Inde, mais également du président russe Vladimir Poutine. Nous en saurons donc davantage durant cette édition consacrée bien sûr à l'AFTA BRICS 2023. Et c'est avec bien sûr vous, Maître Janvier Momo, vous qui êtes là justement pour que nous fassions une sorte de résumé, un medley de ces 3 jours de sommet du côté de l'Afrique du Sud. Merci d'être là. Merci Madame Linda de me donner cet honneur de venir à Pan-African Media pour cet entretien ô combien importante parce que l'Afrique, notre continent, notre cher et beau continent, a besoin d'une organisation comme les BRICS. Elle a besoin d'une organisation comme les BRICS parce qu'elle a besoin d'un support. Vous savez, il n'y a pas de création ex nihilo. Il n'y a pas de développement ex nihilo. Le développement, c'est comme la création. Le développement suit toujours une première pierre qu'on a déposée. Alors, nous avons constaté que les États africains parlaient d'un développement moral théorique, mais sur le plan pratique, il n'y avait pas de base de développement. Les BRICS sont les bienvenus en Afrique. C'est vrai, je pense qu'on va en parler, certains États africains traînent encore le pas, mais ils doivent comprendre que les BRICS, c'est la pierre d'angle de la fondation du développement des États africains. Pourquoi? Parce que, prenons un cas typique, la dernière actualité en date en Afrique, c'est-à-dire le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger. Alors, qu'est-ce que la France prend comme première décision? Assistance budgétaire interrompue, c'est-à-dire le pays n'a plus besoin, le pays n'aura plus le bénéfice de la ponction budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Niger ne vit pas conformément à ses moyens. Elle a besoin d'une main tendue qui viendra ailleurs. Alors les BRICS arrivent et disent aux États africains, la dictée que vous suivez depuis l'Occident, elle peut s'arrêter d'une autre manière. Nous avons une banque de développement. La banque de développement veut dire une banque dans laquelle tu peux avoir des facilités de crédit et à moindre taux. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire un crédit qui n'a pas de taux asphyxiant. Un crédit qui donne des facilités de remboursement. Et un crédit surtout et surtout qui a un différé de paiement. C'est-à-dire, certains vous donnent le crédit aujourd'hui, on vous dit vous commencez à payer après 2 mois. Alors, le différé de paiement, c'est quoi? De remboursement, c'est quoi? C'est qu'on vous donne un temps nécessaire, un temps qui vous permet de travailler et de venir rembourser. Donc, en grosso modo, les BRICS sont les bienvenus pour les États africains. Sur le plan politique, vous savez, l'économie tient le politique. L'économie sous-tend le politique. Alors, si sur le plan économique, les États ne parviennent pas à assumer leurs charges, vous comprenez que le politique va chavirer. Et ça ouvre la porte
à toutes les interventions. Ceux qui vous font des ponctions budgétaires sur le plan économique, ils vous disent sur le plan politique, voici la contrepartie. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Et c'est dans cette optique, c'est dans ce triangle de la mort que les États africains prostituent leurs matières premières, prostituent leurs richesses, leur donnent leurs richesses, laissent accaparer leurs richesses, laissent happer leurs richesses, parce que les États qui viennent chercher ces richesses donnent des ponctions budgétaires qui ne peuvent pas permettre à un pays de se développer, Madame Linda. C'est pourquoi, justement, dans la thématique globale de cette 15e édition, il y avait bien évidemment le développement inclusif qui a longuement été donc débattu par les différents participants, en l'occurrence les différents chefs d'État qui ont fait le déplacement pour Johannesburg. Alors, il y a certaines personnes également qui vont un peu plus loin et trouvent effectivement qu'avec ce sommet, de l'édition surtout 2015, parce que si c'est l'édition 2015, ça voudrait dire qu'il y a eu 14 autres éditions par le passé. Ouais. Spécialement celle-ci. Pourquoi? Certains insistent parce qu'il se trouve que c'est à ce moment précis que l'Afrique commence justement à acquérir une place digne dans le monde économique. Et cela se justifie notamment avec désormais l'entrée de 2 autres pays africains dans le bloc. Parce que nous le disons encore à l'entame, il y a eu 6 pays qui ont, comme j'ai envie de dire, qui ont passé l'examen de l'adhésion du côté du BRICS, et parmi les 6, il y a 2 pays africains. Oui. Les 2 pays africains, l'Éthiopie et l'Égypte, interpellent les autres États. La grande surprise, l'étonnement, Madame Linda, c'est que l'Égypte, qui reçoit des ponctions, c'est les États-Unis qui financent l'armée égyptienne. Alors, l'Égypte prend le courage, malgré ces financements, malgré cette participation des États-Unis dans son budget de la défense, de s'allier aux BRICS. L'Éthiopie, on le sait déjà, mais c'est quand même la terre qui abrite l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine. On connaît les relents de la pensée éthiopienne dès la création de cette organisation qui a fait rêver les Africains à un moment donné. Donc pour l'Éthiopie, nous sommes d'accord que l'Éthiopie se soit lancée parce que l'Éthiopie, non seulement aussi c'est un mastodonte sur le plan des richesses, mais aussi et surtout c'est un pays qui est soucieux de son développement endogène. Parce que les BRICS, il faut qu'on se comprenne, les BRICS ne viennent pas avec la logique passée, la logique des partenaires habituels ou la logique qui est imposée aux Africains. Les BRICS arrivent avec un développement participatif de chaque État, c'est-à-dire on vous aide à grandir. Et on vous aide à grandir, cela ne veut pas dire qu'on vous apporte ce qui va vous servir pour grandir. Non, on réveille en vous l'ensemble des biens, l'ensemble de tout ce que vous avez besoin pour grandir. Donc, l'Éthiopie et l'Égypte ont sauvé l'honneur de l'Afrique. Alors, petite surprise, les États francophones, ils traînent le pas. Est-ce que c'est la France-Afrique? Est-ce que ce sont les vestiges de la France-Afrique, de la colonisation et même du néocolonialisme dont les États francophones aujourd'hui sont sujets? C'est la grande question. Et nous interpellons nos États que l'heure n'est plus à l'hésitation. Ceux des chefs d'État qui hésitent, qu'ils comprennent que la population jeune africaine comprend les enjeux. Alors, Madame Linda, quand vous prenez le FMI, le Fonds monétaire international, pour parler sur le plan économique, parce que nous regardons beaucoup plus les BRICS sur le plan économique. Avec la nouvelle banque de développement. Mais oui, donc, alors, le Fonds monétaire international n'a jamais développé un État et ne pourra jamais développer un État. Mais nous avons vu dans la sphère de certains États comment les experts du Fonds monétaire international sont arrivés et ont demandé à certains États de se désengager sur le plan économique, c'est-à-dire la privatisation des entreprises publiques. Or, quand tu regardes les États qui se sont développés, les États qui ont eu un véritable développement endogène aujourd'hui, mais c'est que l'État a continué à jouer un rôle fondamental sur le plan économique. Donc pour nous, les 2 États africains qui se sont engagés, en l'occurrence l'Égypte et l'Éthiopie, ont à tout moment levé haut
le drapeau de l'Afrique, parce que ce n'était que l'Afrique du Sud. Mais nous pensions à un moment donné que pour un sommet des BRICS qui se retrouve en Afrique, qui a lieu à Johannesburg, que les États africains allaient s'aligner, comme ils s'alignent au Fonds monétaire international, pour quémander ou chez les bailleurs de fonds occidentaux, pour quémander des fonds qui ne peuvent pas permettre le développement endogène des États. Donc pour nous, la banque des BRICS, elle est la bienvenue. J'ai parlé déjà des avantages de cette banque des BRICS, qui n'est pas une banque asphyxiante, qui n'est pas une banque sclérosante pour les économies, qui n'est pas une banque assassine pour les économies. C'est une banque qui aide au développement participatif des États. Alors, la curiosité, autre curiosité, Madame Linda, c'est que quand nous allons au Moyen-Orient, ce sommet de Johannesburg, mais nous voyons l'Arabie Saoudite, qui est un partenaire historique, l'Arabie Saoudite qui est un partenaire historique des États-Unis d'Amérique. Mais oui, le premier puits de pétrole américain en terre saoudienne, c'est en 1928 et ils y sont jusqu'aujourd'hui. Alors, cela veut dire que les Africains tardent encore dans la vision. Comment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, on sait déjà, ont la vision que les États africains n'ont pas. Donc, vous voyez que l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite... Aux côtés des États-Unis, aux côtés, autant pour moi, de Moscou et de Pékin. Aux côtés de Moscou et de Pékin. Aux côtés des deux ennemis des États-Unis. Oui. Donc, comment comprendre que, je ne sais pas si je vais dire l'ami, je ne sais pas si c'est une amitié fantoche, une amitié factice, mais comment justifier cela, maître? Est-ce que cela signifie autant pour moi que l'intérêt, ou du moins l'argent, la finance, l'économie, compterait plus qu'une amitié d'armes? Très bien. Intéressante question. Elle est simple, la réponse. L'économie tient le politique. Chaque État veut un développement endogène de son pays en fonction de ses capacités. Alors, votre question, elle est tellement intéressante que j'ai envie de dire que l'adhésion des États comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, est un signe qui renvoie à un signifié. Cela veut dire que le partenaire habituel ne satisfait pas les ambitions. Et cela veut dire aussi que les BRICS ont un avenir radieux par rapport aux anciens partenaires avec qui ils sont liés. Donc c'est clair là à ce niveau. La lecture, elle est toute juste. Cela veut dire que le choix du partenaire a été fait, le choix de l'organisation de développement a été fait. C'est qui? Ce sont les BRICS qui arrivent. Parce que, vous l'avez dit dans des précédentes émissions à Pan-African Media avec les autres invités, les grands avantages des BRICS. Alors, le poids des BRICS sur le plan mondial, 32,5% à 33% du PIB mondial. Alors, je pense que c'est un mastodonte. Maintenant, avec l'adhésion des autres États qui arrivent, vous comprenez qu'il n'y a que les États d'Afrique francophone qui manquent à l'appel, parce qu'en Égypte, on parle anglais. C'est une ancienne colonie. En Éthiopie, on parle anglais. En Afrique du Sud, on parle anglais. Les États francophones, où êtes-vous? Où en sommes-nous? C'est le gros point d'interrogation dont on espère que les réponses pourront peut-être fuser de part et d'autre. En attendant, justement, peut-être d'avoir certaines réponses, je voudrais, avec votre permission, Maître Janvier Momo, faire vivre encore ce moment de déclaration, ce moment où, justement, l'Afrique tout entière a célébré la bonne nouvelle, à savoir 2 pays africains, parce que jusque-là, l'on ne s'entendait pas à ce que ce soit au moins 2. Donc, on voyait un seul pays, qui est bien sûr l'Algérie. Alors, ça n'a pas été le cas. On va dire que le bloc des 5 a déjoué complètement les pronostics en choisissant maintenant, en portant leur choix sur l'Éthiopie et bien évidemment l'Égypte. BRICS itself is a diverse group of nations. It is an equal partnership of countries that have differing views but have a shared vision for a better world. As the 5 BRICS countries, we have reached agreement on the guiding principles, standards, criteria, and procedures of the BRICS expansion process, which has been in discussion for quite a while.
We have consensus on the first phase of this expansion process, and other phases will follow. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. Et donc voilà, c'était le président de l'Afrique du Sud. Il s'agit bien sûr de M. Cyril Ramaphosa, à qui l'honneur est justement revenu de proclamer ses résultats, ceux qui ont justement passé l'examen de l'adhésion au bloc des 5, un bloc justement qui suscite beaucoup de courtoisie, parce que, pas de courtoisie autant pour moi, un bloc qui est tellement courtisé depuis quelque temps. On a justement vu à l'approche, plus la date du 22 août approchait, plus il y avait des manifestations d'adhésion à ce bloc. Et vous le disiez encore tout à l'heure, même dans cet élan de manifestation, il n'y avait pas l'Afrique francophone. Ah oui. Et ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant, ça devient inquiétant. C'est-à-dire que l'Afrique francophone fait le choix de ne pas se développer. J'ai envie de dire que peut-être les États francophones ont la vision, mais il y a une dernière chaîne qui traîne sur les coups des États francophones, c'est la francophonie. Mais parce que nous n'avons pas compris pourquoi Macron, le président de la République française, a souhaité venir à ce sommet des BRICS et que les États francophones traînent le pas. C'était un alibi, même s'ils sont tenus par les relents de la France-Afrique, mais c'était un alibi pour ces États de dire, mais si Macron, si le mentor Macron veut participer aux BRICS, mais à plus forte raison nous-mêmes. Donc, votre question renvoie une fois de plus à la vision de nos États. Qu'est-ce que nous voulons pour notre Afrique? Qu'est-ce que nous voulons pour nos États francophones? Je pense que vous avez évoqué le cas de l'Algérie et le cas du Nigeria. Oui. Alors, l'Algérie... Parce qu'en termes quand même d'économie, de puissance économique, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria. Alors comment comprendre que, notamment le Nigeria, ne puisse pas y mettre ne serait-ce qu'une l'envie d'adhérer avant que cette proposition soit rejetée comme les autres, ou encore qu'elle passe au niveau de l'étude? Nous savons que les BRICS ont des procédures internes. Oui. Et peut-être que le moment n'est pas venu de dévoiler un ensemble des États qui s'alignent. Mais lorsqu'il s'agit de développement des États, je pense qu'on ne doit pas dissimuler la vision qu'on a pour le développement de ces États. Alors, les États-Unis n'ont pas puni l'Égypte depuis quelques jours que le résultat de l'examen, comme vous dites, a été proclamé. Les États-Unis n'ont pas dit à l'Égypte que le financement du budget de la défense de l'Égypte ne va plus bénéficier de l'apport des États-Unis. Ils n'ont pas puni l'Éthiopie en disant « nous ne voulons plus commercer avec vous ». D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, vous savez que l'Éthiopie aujourd'hui, avec une puissante compagnie aérienne qu'elle a, oui, elle entre de plein pied dans ce que nous appelons le capital de Boeing. Justement, ils ont américain. Tout à fait. Alors, les États-Unis, qui sont le pays de Je crois que le contrat a été scellé, je crois, hier, oui, jeudi. Et les États-Unis n'ont pas dit à l'Égypte, à l'Éthiopie, qu'est-ce que vous faites dans cette organisation où nos grands ennemis économiques, en l'occurrence la Fédération de Russie et la Chine, s'y trouvent et sont les meneurs. Il faut comprendre et qu'un pays comme le Brésil, madame, le bon pouvoir revient. Et le bon pouvoir laisse les souvenirs. Quand vous avez vu Lula revenir comme président de la République du Brésil, comme je le dis toujours, c'est un signe qui renvoie à un signifié. Les chefs d'État que nous avons besoin doivent avoir de la vision. La vision, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui permettent de satisfaire les désirata des populations. C'est tout. D'accord. Vous êtes chef d'État pour satisfaire la population. Donc, regardez, le Brésil. Lula, le Brésil est membre à part entière des BRICS.
Vous voyez la présidente de la Banque des BRICS projetée, c'est une ancienne présidente, Madame Et du Brésil. Rousseff. Oui, Madame Dilma Rousseff. Alors, vous pensez que le Brésil n'a pas de partenaires économiques? Le Brésil a des partenaires économiques, mais dans la vision du développement du pays, mais on prend ce qui sert aux populations. On prend ce qui le plus va soir au développement du pays et à la satisfaction des intérêts des populations. C'est pour cela que vous nous donnez encore l'occasion d'interpeller les États africains. Apprenons sur l'échiquier mondial, Madame Linda, à regarder le monde avec les yeux ouverts et à dire, voici ce que nous avons besoin pour nos États. C'est ça, être un chef d'État. Très souvent, ils disent qu'ils n'ont pas le support des populations. Non, c'est parce que vous n'avez pas touché les éléments qui vont réveiller l'instinct protecteur de la population. Sachez une chose, c'est la population qui protège les chefs d'État. C'est la population, c'est le peuple qui protège le pouvoir. Le peuple qui fonde le pouvoir et le peuple qui soutient le pouvoir. Donc, une vision politique d'un pouvoir entraîne nécessairement l'adhésion des peuples. Alors, et aujourd'hui, nous le savons, il y a une quarantaine de pays, à en croire les chiffres effectivement venant des BRICS, qui avaient émis la demande d'adhésion au sein du bloc des 100, mais finalement, il n'y a que 6. Qu'est-ce qui était si difficile dans cet examen pour que ce ne soit que 6 qui soient retenus? Premièrement, il y a la qualité du dossier. Il y a l'engouement du dossier. Vous savez, une organisation comme les BRICS a besoin du lobbying. Mais oui, au-delà des dossiers, des demandes d'accès à l'organisation, il y a un lobbying qui s'effectue. C'est-à-dire, on envoie des émissaires auprès de Cyril Matamela Ramaphosa, on envoie les émissaires auprès de Xi Jinping, on envoie les émissaires auprès de Vladimir Poutine, on envoie les émissaires auprès de Lula da Silva pour que le dossier soit en pole position. Parce que au fur et à mesure que l'organisation va progresser, Madame Linda, elle sera sélective. Il faut à un moment donné que nous comprenions que nous, les États africains, surtout les États africains francophones, que nous apprenons à emboîter les pas à d'autres États. Donc pour nous, l'Afrique et l'Éthiopie ont sauvé l'honneur, mais quand vous regardez le Moyen-Orient, vous regardez les Émirats arabes unis, vous voyez l'Arabie saoudite, vous voyez l'Iran, qui sont en plein dans l'organisation, vous comprenez que eux, ils ont fait un lobbying important et ils ont posé des actes qui permettent aux BRICS de savoir que ce sont des États libres. Parce que les BRICS ont besoin des États libres sur le plan économique, c'est-à-dire des États qui définissent eux-mêmes leur perspective économique. Parce que la participation aux BRICS dans le développement des pays est basée sur certains critères. C'est-à-dire on réveille en vous l'ensemble d'éléments qui peuvent vous permettre de vous développer. Et la grande question pour les États africains, mais nous sommes détenteurs des matières premières qui alimentent les industries de beaucoup d'États dans le monde. Pourquoi est-ce que nos États, dans leur dossier, dans leur lobbying, ils ne mettent pas en exergue ces matières premières, tous ces biens que notre sous-sol est doté, dont notre sous-sol est doté. Donc ce sont autant d'éléments que nous disons à nos États, mais réveillez-vous, vous êtes en train de dormir, faites le lobbying. Nous avons besoin d'une grande adhésion dans cette organisation qui, au niveau des États premiers, pèse 32,5 à 33% du PIB mondial. Mais c'est un mastodonte. Même certaines grosses organisations, les G7, ils n'ont pas cette capacité. Et donc, les BRICS aujourd'hui, doivent parler dans le monde et on écoute. Et à ce niveau, la monnaie n'est plus loin. Or, la monnaie, c'est la difficulté de la plupart d'États francophones, il faut dire au monde entier. Et aux téléspectateurs de Pan-African Media que les États francophones ont une grosse chaîne d'esclavage monétaire au cou, c'est le franc CFA, qui jusqu'à aujourd'hui embrigade les économies de certains États. Donc, l'occasion nous est donnée de non seulement d'aller aux BRICS, mais aussi et surtout d'avoir une autonomie monétaire. Aucun pays au monde ne s'est développé sans avoir la maîtrise de sa monnaie. Alors, tout à l'heure, nous parlerons effectivement du deuxième axe, ou du moins de la deuxième grande thématique de ce 15e sommet du côté de Johannesburg. Le temps pour nous d'aller encore une fois de plus écouter certains
membres ou encore certains présidents du bloc des 5. Je crois qu'on aura peut-être le président Vladimir Poutine, mais également le président Cyril Ramaphosa et peut-être encore celui qui nous vient de l'Inde, qui ont justement donné leurs impressions à l'issue, on va le dire, de la clôture de cette grande messe. Excellencies, leaders of BRICS business community, my namaskar, good evening to you all. I am glad that immediately after arriving in South Africa, our very first engagement is the BRICS Business Forum. First and foremost, I thank President Ramaphosa for his invitation and for organizing this meeting. My heartiest congratulations and best wishes on the 10th anniversary of the BRICS Business Council. In the last 10 years, the BRICS Business Council has played a vital role in enhancing our economic cooperation. In 2009, when the first BRICS summit was held, the world was just coming out of a massive financial crisis. At that time, BRICS emerged as a ray of hope for the global economy. In the present times also, amongst the COVID pandemic, tensions, and disputes, the world is dealing with economic challenges. In such times, once again, the role of BRICS countries is important. Friends, despite volatility in global economy, India is the world's fastest growing major economy. Very soon, India will become a $5 trillion economy. There is absolutely no doubt that in the coming years, India will be the growth engine of the world. And the reason for this is that India has converted crises and difficulties into opportunities for economic improvements. In the last few years, we have carried out reforms in mission mode, and these reforms have helped in continuously improving ease of doing business in India. We have also reduced the compliance burden. We have removed red tape and instead laid the red carpet. There has been a boost in investor confidence due to introduction of GST and the implementation of the Insolvency and Bankruptcy Code. Areas such as defense and space that were considered restricted have today been opened up for the private sector. We have laid special focus on public service delivery and good governance. By leveraging technology, India has taken a massive leap towards financial inclusion. The maximum benefit of this has reached our women in rural India. Today, with one click, millions of people in India get direct benefit transfers. So far, more than $360 billion of such transfers have been made. This has increased transparency in service delivery and reduced corruption and middlemen. India has the cheapest per gigabyte cost. Today, in India, from street vendors to large shopping malls, all use UPI, that is, the Unified Payments Interface. Today, India is the country with the highest number of digital transactions in the world. Countries like UAE, Singapore, France are also joining this platform. There are several possibilities of working on this with BRICS countries also. The large-scale investment being done on infrastructure in India is changing the country's landscape. In this year's budget,
we have kept a provision of approximately $120 billion for infrastructure. By way of this investment, we are laying a strong foundation for a new India of the future. Rapid changes are coming into effect in all areas of railways, roads, waterways, and airways. Today, in India, new highways are being constructed at a speed of 10,000 kilometers per year. The number of airports has doubled in the last 9 years. We have implemented the production-linked incentives with an objective to promote investment and production. With logistics costs reducing, the manufacturing sector of India is becoming competitive. India is amongst world leaders in the area of renewable energy. We are taking active steps to make India a global manufacturing hub in areas such as solar energy, wind energy, electric vehicles, green hydrogen, and green ammonia. It is but natural that with this, India will become a huge market for renewable technology. Today, India has the world's third largest startup ecosystem. There are more than 100 unicorns in India currently in areas such as IT, telecom, fintech, AI, and semiconductors. We are moving forward with a vision of Make in India, Make for the World. All of these efforts have directly had a positive impact on the lives of common people. In the last 9 years, the income of people has increased approximately 3 times. Women's participation in the economic development of India has been significant. From IT to space, from banking to healthcare, women have worked shoulder to shoulder with men and are contributing to the country's progress. The people of India have resolved to become a developed nation by 2047. Friends, I invite all of you to be a part of India's development journey. The COVID pandemic has taught us the importance of resilient and inclusive supply chains. For this, mutual trust and transparency are extremely important. By bringing our strengths together, we can make significant contributions to the welfare of the world, especially the global south. Excellencies, once again, I congratulate the leaders of the BRICS business world for their contribution. I also thank my friend, President Ramaphosa, for his excellent arrangements for this meeting. Thank you very much. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, chers téléspectateurs, sachez-le, vous êtes sur Pan-African Media, le programme Parlons BRICS, une initiative qui naît donc pour encourager et surtout accompagner la 15e édition des BRICS qui s'est tenue en terre africaine, du côté bien sûr de Johannesburg, c'est en Afrique du Sud, du 22 au 24 août. Et donc, c'était donc hier le clap de fin de cette édition, 15e du genre, nous ne le dirons jamais assez. Outre, bien sûr, la question de l'adhésion, vous l'évoquez tout à l'heure, Maître Janvier Momo, il y a également la monnaie qui est le nerf de la guerre, communément appelé le nerf de la guerre. Alors, il se trouve que le président Cyril Ramaphosa, au même titre, parce qu'il a parlé au nom des 4 autres, se sentait justement, j'ai envie de dire, préoccupé par la mauvaise utilisation justement des systèmes financiers mondiaux qui, selon lui, au lieu de développer justement certains pays, a plutôt toute une autre mission, c'est bien sûr l'instrumentalisation dans la compétition géopolitique. L'instrumentalisation dans la compétition géopolitique. Oui. Madame, en géopolitique, la monnaie est une arme fatale. Je vais vous dire, la puissance américaine ne repose pas seulement sur le travail acharné du peuple américain. Elle repose sur le fait que partout au monde où vous allez, vous trouvez le dollar. Le dollar qui n'est fabriqué qu'aux États-Unis. Le dollar qui est la monnaie des États-Unis d'Amérique. Je dis bien partout au monde, Madame Linda, vous trouvez la monnaie. Écoutez, si vous êtes un industriel, Madame,
et que partout, dans tous les pays du monde, on trouve le produit que vous fabriquez, vous êtes riche. Vous êtes extrêmement riche. C'est pour cela que je dis, la monnaie est un instrument géopolitique. C'est une arme fatale en géopolitique. La puissance américaine, elle la doit à 50% sur sa monnaie. Quand vous faites les échanges, le Trésor public américain, quand vous faites les échanges à Mongomo, en Guinée équatoriale, les échanges en dollars, mais les bénéfices tombent dans le Trésor public, dans le Trésor américain. Quand vous le faites au Sri Lanka, ça tombe dans le Trésor américain. Quand vous le faites en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout dans le monde, ils tirent des profits. C'est un peu comme une sorte, communément au Cameroun, on parle de Njangui, Oui, petite tontine. Oui, une sorte de tontine à laquelle... D'escroquerie surtout. Oui, donc, ils utilisent cette force de la monnaie dans le bloc occidental pour soutenir l'unipolarisation. L'unipolarisation du centre de décision de la planète est soutenue par la monnaie. Mais quand vous n'avez pas la maîtrise de l'instrument monétaire, mais tout ce que vous faites est dépendant. Comment est-ce qu'on peut acheter le gaz russe avec le dollar américain? Et pourtant, il y a le rouble. Comment est-ce qu'on peut acheter, et pourtant il y a le rouble, comment est-ce qu'on peut acheter les produits de l'industrie chinoise avec le dollar, alors que il y a le renminbi, il y a le yuan chinois. Alors, vous comprenez que lorsque vous êtes un État, lorsque vous êtes dans un bloc où votre monnaie est l'instrument d'échange par excellence, mais c'est une richesse qui est soutenue par tout le monde entier. Le monde entier développe les États-Unis avec le dollar. Donc, les BRICS qui ont annoncé la monnaie des États membres des BRICS, les États-Unis sont déjà en train de perdre du sommeil. Et de réfléchir comment faire. Souvenez-vous, l'un des candidats à la course à la Maison-Blanche pour l'élection de 2024, il a dit, après, ouvrons les yeux, soyons prêts parce que la dédollarisation, elle est effective. Il faut qu'on trouve d'autres sources de revenus. J'espère que l'oncle Sam ne le dit pas pour créer encore des guerres dans le monde, parce que la monnaie a créé des guerres. De la même manière que la France assassine les chefs d'État africains qui veulent se réveiller, qui veulent sortir du joug du franc CFA, le dollar, les États-Unis ont fait la guerre du dollar. Pas seulement sur le plan économique, même sur le plan stratégique. Ils font la guerre du dollar. Autre chose, ce que vous voyez aujourd'hui, l'opération spéciale de la Fédération de Russie en Ukraine, mais nous appelons ça guerre par procuration. Pourquoi? Parce qu'il est question, dans cette guerre, sur le plan économique, de faire tomber le géant russe. Et que les échanges des produits russes, désormais, qui inondent l'Europe, le gaz, le pétrole, que ces produits uniquement soient vendus avec le support monétaire qu'est le dollar. Voilà un autre objectif. Voilà un autre objectif de la guerre par procuration que le fou Zelensky a accepté d'engager son pays pour régler. Et aucun avantage pour l'Ukraine. Donc, vous prêtez votre sol à une guerre. Donc, pour revenir à votre question sur la monnaie, Madame Linda, elle est tellement importante, il faut que les téléspectateurs de Pan-African Media comprennent. Sylvanus Olympio est assassiné par les services secrets français parce qu'à un moment donné, il est allé en Allemagne pour soutenir que le Deutschmark, à l'époque, soutient la nouvelle monnaie togolaise. Il est assassiné le 13 janvier 1963. Barbeau Laurent, il n'est pas mort, Barbeau, le panafricaniste Barbeau. Sa dernière sortie sur le Niger, elle nous plaît tellement, et nous disons au président Barbeau, on vous attend une fois de plus à la présidente de la Côte d'Ivoire. Donc Barbeau... Même s'il a fait comprendre que ce n'est plus une obsession pour lui. C'est le peuple qui décide, ce n'est pas lui. Donc, le président Barbeau pose des questions sur le franc CFA par rapport
au premier producteur mondial de cacao qu'est la République de Côte d'Ivoire. Voilà l'une des causes, pour ne pas dire la cause fondamentale pour laquelle l'élection de 2010 en Côte d'Ivoire a été truquée. Parce que le président Gbagbo avait posé sur la table le problème monétaire. Alors, Sékou Touré, le 28 septembre 1958, organise un référendum et dit non au général de Gaulle, non à la participation de la Guinée à la communauté franco-africaine. Le pays devient indépendant le 12 octobre 1958 et Sékou Touré en 1970, 2 ans après, il met sur pied la monnaie guinéenne. Alors qu'est-ce que la France a fait? La France assassine. Elle a inventé, elle a imprimé des faux billets, des faux cili, de la fausse monnaie guinéenne avec Jacques Foccart pour empoisonner l'économie guinéenne. Vous comprenez que le mal est profond. Beaucoup de coups d'État, beaucoup de nos chefs d'État, beaucoup de nos intellectuels, les vrais, pas les intellectuels de Camembert, de Montpellier, les vrais intellectuels africains, beaucoup sont morts parce qu'ils ont découvert le fameux secret. Donc, la banque des BRICS, la monnaie des BRICS, mais Madame Linda, rien que le mot monnaie des BRICS devait conduire tous les États francophones qui sont sous le joug du franc CFA à courir vers cette organisation en disant, puisque nous ne pouvons pas de nous-mêmes sortir facilement sans subir les foudres des coups d'État de l'Élysée avec ses partenaires de l'Union européenne, alors l'occasion ouverte, elle nous est donnée. Parce que les sommets des BRICS, ce ne sont pas des sommets qui se passent nuitamment. Ce sont des sommets ouverts. Ce ne sont pas des sommets métaphysiques. Ce sont des sommets qui sont ouverts. Les États africains devaient dire, l'occasion, il doit nous être donnée de courir enfin et d'enlever la dernière chaîne, le plus grand vestige de la colonisation qui demeure, c'est-à-dire le franc CFA. Le franc CFA. Peut-être, et pourquoi pas peut-être se rapprocher de ceux qui ont passé l'examen et de dire, mon frère, je n'arrive pas depuis à... Est-ce que tu peux me donner un coup de marteau là? Mais oui, mais les BRICS sont là pour ça, puisque la porte des BRICS, elle est ouverte. La porte des BRICS est ouverte. Les conditions d'accès sont accessibles à des États africains. Nous les avons visités. Le dossier de demande d'adhésion, c'est un dossier tout simple. Il faut maintenant faire le lobbying et qu'il y ait la volonté politique. Et la franchise politique aussi. La franchise politique, pas de chevaux de Troie. Pas de chevaux de Troie. Et il faut la volonté politique. Et la volonté politique est une émanation de la vision politique. Ayons de la vision pour notre peuple. Quand on a de la vision pour notre peuple, on le sort de l'esclavage et de la misère. Alors, c'est vrai que nous tirons vers la fin de cette magnifique émission. Il y a eu trop de belles choses qui ont été dites et ce ne sont pas les téléspectateurs qui m'en diront le contraire. Alors, parlant toujours de la finance, du nerf de la guerre, un autre avantage, ce n'est pas moi qui le dis, à en croire bien sûr Dilma Rousseff, elle opte plus pour les emprunts en monnaie locale. Et déjà, ça a été aussi dit, chose automatiquement faite avec notamment les émissions avec le Rand sud-africain. L'avantage des prêts en monnaie locale, c'est une autre sorcellerie. Une autre sorcellerie que les BRICS veulent briser, c'est-à-dire c'est apporter la lumière dans la pénombre des gens qui ont la nudité exposée. Parce que lorsqu'on vous donne des prêts en monnaie locale, Madame Linda, cela veut dire qu'immédiatement, ce prêt entre dans le circuit économique. Or, nous savons que beaucoup d'États francophones africains meurent du double esclavage de ce que les prêts qu'on leur concède, qui leur sont concédés par les bailleurs de fonds, viennent en monnaie étrangère. Alors, qui convertit la monnaie étrangère en monnaie locale des 14 pays africains sous le joug du franc CFA? C'est la Banque de France. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Madame Linda, que si aujourd'hui la Fédération de Russie accorde un crédit à la République du Cameroun, alors ce crédit, il vient en euros, le crédit est en euros ou en dollars. Alors, la Banque de France est l'unique qui assure la convertibilité du franc CFA vers l'euro et vice-versa. Le crédit qui est concédé, alors la convertibilité étant assurée par la Banque de France, elle tire des intérêts
Est-il des intérêts sur la convertibilité? Est-il des intérêts sur les mécanismes qui vont conduire au transfert de crédit jusqu'à votre banque centrale? Pour finir, le crédit que vous avez pris, dont vous avez bénéficié, rend des services à celui qui convertit la monnaie. C'est un scandale. Nous pouvons perdre 4 heures de temps pour expliquer ces mécanismes. Parce que beaucoup d'Africains ne comprennent pas cette histoire de France. Nous ne pouvons pas nous développer. Que les chefs d'État cessent de nous mentir. Il n'y a aucune émergence possible dans des pays qui sont sur le joug du franc CFA. Aucune émergence n'est possible. Que l'économiste qui peut apporter la preuve contraire à Pan-African Media arrive. C'est un défi que je lance aujourd'hui, Madame Linda. Parce que ce sont des mécanismes assassins de nos économies. Par contre, si le Ghana a la volonté politique, il peut se développer. Oui. Si la Guinée-Conakry a la volonté politique, il peut se développer. Parce qu'ils ont une monnaie qui est convertible directement à partir de leur banque centrale. Or, nos banques centrales, la BEAC et la BCAO, n'appartiennent pas à nos États. Ce sont des banques qui sont françaises. On a lutté pour que certains membres de l'Union européenne de la France ne font plus partie du conseil d'administration, mais ça ne change rien, puisque la convertibilité est assurée par la Banque de France et qui a ouvert un compte spécial d'opération de notre commerce extérieur, de la même manière que nos marchandises sortent par leur canal, même si ça sort par d'autres canaux, le paiement passe par eux. Et lors du paiement, vous savez ce qu'ils retiennent. Ce qu'ils retenaient en 1945, ce qu'ils retiennent aujourd'hui du fruit de nos échanges. Et cela a fait un tollé général au niveau de l'Union européenne. Nous, on n'a pas raté, on n'est pas hors du sujet. Nous sommes en plein dans le sujet monétaire pour expliquer aux Africains combien de fois l'esclavage économique est plus dangereux que l'esclavage social, c'est-à-dire nous prendre et nous mettre dans des cages ou des champs pour faire de la production agricole pour eux. L'esclavage économique est plus dangereux que cet esclavage social et agricole. Pour sortir, finalement, le BRICS, on l'adoube à 100%. Madame, pour le moment, permettez-moi de vous couper la parole. Oui. Ce n'est pas à réfléchir. Dès lors que nous luttons, les panafricanistes luttent pour que les États africains, chacun ait leur monnaie. Et quand Mme Dilma Rousseff dit que les prêts seront accordés en monnaie locale, mais nous devons courir, Mme Linda, pour créer nos propres monnaies qui peuvent être directement échangées par les prêts qui viennent des BRICS. Et bien sûr, c'est sur ce que nous allons donc mettre un terme à cette After BRICS 2023. Merci à vous, Maître Janvier Momo, d'avoir accepté cette invitation et surtout merci pour toute cette édification partagée avec tous les téléspectateurs de Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Ce que nous retenons justement aujourd'hui, c'est que la centralité des BRICS sur la scène, on va le dire, géopolitique, est donc désormais affirmée avec tout ce qui a été dit dans le cadre, bien sûr, de cette édition spéciale BRICS 2023. Et puis, il faut le dire également qu'au-delà, effectivement, de la dimension commerciale, c'est donc, Maître Momo le disait encore, le bloc des 5 compte désormais sur sa banque elle-même, la banque commune, pour justement jouer sur la carte des monnaies locales. Et je pense que là, c'est le must. Merci d'avoir été des nôtres. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.